Bonsoir à tous. Quelques mots avant de démarrer mon propos introductif pour vous rappeler, si besoin est, le plan bâtiment durable. J'ai la chance de faire partie depuis 5 ans maintenant de la petite équipe du plan bâtiment durable présidée par Philippe Pelletier, dont je vous rappelle le rôle est d'être cet ensemblier de la filière du bâtiment. Nous rassemblons de manière assez unique et originale l'ensemble des acteurs de la filière de l'immobilier, du bâtiment et de l'énergie, réunis autour d'un même projet, celui de l'efficacité énergétique des bâtiments. Par cela, on travaille sur un certain nombre de sujets, de projets, en œuvre comme en rénovation, et bien entendu sur le secteur de la formation et de la montée en compétences de la filière. Et je crois qu'à ce titre, il était naturel et évident que le plan bâtiment durable apporte son soutien à des structures comme le STP et particulièrement pour ma part à ce master CHD. Je crois que pour tous les intervenants professionnels qui sont là ici, on ne doit jamais oublier le rôle de ces étudiants dans les différentes formations. Ils sont les professionnels de demain et c'est surtout grâce à eux que j'espère nous réussirons la transition énergétique de notre pays. Alors on l'a vu, ça vous a été annoncé, experts et praticiens du bâtiment et de l'immobilier vont revenir avec vous sur des retours d'expérience, sur des convictions pour passer à la vitesse supérieure en termes d'efficacité énergétique, de rénovation énergétique des logements privés. Dans les quelques minutes qui me sont imparties, je voudrais revenir avec vous sur quelques flashs pour dresser le contexte, rappeler les objectifs et finalement vous rappeler le cap fixé par le gouvernement en matière d'efficacité énergétique des bâtiments. Alors, tout d'abord, si besoin est-il de le rappeler, la rénovation énergétique des bâtiments est une priorité de l'action gouvernementale depuis de nombreuses années. Déjà en 2009, la loi Grenelle 1 fixait un objectif ambitieux de 400 000 logements rénovés par an. Pour vous remettre ce premier chiffre en perspective, on imagine à 130 000 logements rénovés sur l'année 2012-2013 ou 2011-2012, nombre de logements qui ont été rénovés. C'est vous dire le gap qu'on avait déjà avec cet objectif de la loi Grenelle 1 et le plan d'investissement pour le logement annoncé par le président de la République en mars 2013 a confirmé les ambitions présidentielles de la campagne en fixant un objectif de 500 000 logements rénovés par an d'ici 2017, c'est-à-dire d'ici la fin du quinquennat. Alors sur ces 500 000 logements, on estime environ à 380 000 à 400 000 logements qui relèvent uniquement de la sphère privée, le reste étant des logements relevant de la sphère sociale et on imagine à 100 à 120 000 logements sociaux qui seront rénovés dans le cadre d'un pacte signé entre l'État et le mouvement HLM. Vous le voyez, 400 000 logements rénovés par an, c'était un objectif fixé à fin 2013, 500 000 logements rénovés par an d'ici 2017. Je crois que la question de ce colloque qui est comment passer à la vitesse supérieure est tout à fait d'actualité. Alors, pour conduire cette ambition gouvernementale, quelles sont les dernières actions qui ont été mises en place ? Tout d'abord, et ça a été l'objet d'annonces à la fin de l'année dernière, à l'automne dernier, la mise en place d'un programme de rénovation énergétique de l'habitat, le PRÉ, dont on reviendra peut-être tout à l'heure dans la table ronde, puisque l'ADEME, et Stéphane nous le redira peut-être, est l'une des chevilles ouvrières de ce programme. C'est la mise en place d'un dispositif puissant d'accompagnement des ménages, faisant le constat qu'aujourd'hui, les particuliers, si tant est qu'ils aient envie de rénover leur logement, sont perdus dans le maquis des aides, sont perdus dans devant la pluralité des interlocuteurs, et il fallait simplifier les dispositifs et apporter un guichet unique à ces ménages. Alors, concrètement, quels ont été les outils mis en place ? Ce programme de rénovation énergétique de l'habitat, il repose sur 3 piliers. Un numéro unique national qui vous permet, une fois que vous êtes en contact avec un interlocuteur, en principe de n'avoir qu'un seul interlocuteur tout au long de votre projet, un site internet répertoriant l'ensemble des informations à jour disponibles et idoines sur votre projet, et 450 PRIS. Alors ce terme signifie point rénovation information service. C'est le nouveau nom d'un certain nombre de structures qui préexistaient déjà sur le territoire, qu'étaient les espaces info-énergie, les agences locales
de l'ANA ou de l'ANIL. Et l'idée est d'avoir au plus proche du terrain des structures capables d'accompagner les ménages tout au long de leur projet de rénovation énergétique. Alors sans doute que l'une des premières réponses à la nécessité de massifier les opérations de rénovation, c'est bien sûr de suivre dans le temps le déploiement de ce PREH et d'amplifier son action, notamment avec une implication croissante des collectivités territoriales qui naturellement n'avaient pas attendu le gouvernement pour mettre en place des dispositifs d'accompagnement des ménages. Un certain nombre de plateformes d'accompagnement préexistaient déjà à ces structures mises en place par le gouvernement. Elles vont aujourd'hui travailler en pleine complémentarité avec ce sujet. J'attire votre attention sur l'importance des collectivités territoriales. Il y a quelques années, au plan bâtiment, on avait fait un sondage auprès des ménages, et quand on leur posait la question de savoir où est-ce qu'ils aimeraient trouver l'information concernant la rénovation énergétique de leur logement, ils répondaient spontanément dans les collectivités territoriales et plus particulièrement auprès de ma mairie. Il y a un vrai niveau à l'échelle de l'agglomération ou à l'échelle de la mairie de confiance vis-à-vis des particuliers, et il faut sans doute accroître et amplifier cette dynamique des collectivités territoriales. Et puis, un dynamisme aussi des régions, qui sont à notre échelle de collectivité. Depuis 18 mois maintenant, le plan bâtiment durable a mis en place un partenariat avec certaines régions partenaires, 8 régions partenaires du plan bâtiment durable. Et au sein de ces régions, nous reproduisons l'esprit plan bâtiment et le réseau plan bâtiment que nous avons déployé au plan national. Et nous cherchons à amplifier localement cette action d'accompagnement, notamment des ménages, mais aussi d'implication sur le segment de l'offre de travaux, l'offre de services et la structuration de cela. Donc vous l'avez vu, une priorité de l'action gouvernementale, à la fois marquée dans les objectifs et à la fois marquée dans les actions. Je propose maintenant de faire un focus sur le cadre réglementaire et financier, qui est celui qui finalement va aussi venir guider l'action et donner un tempo à l'action. Pendant longtemps, on a attendu un certain nombre de textes réglementaires, notamment sur le secteur de la rénovation des copropriétés. La rénovation énergétique des copropriétés, l'essentiel de son chemin avait été balisé par la loi Grenelle 2, donc qui est la deuxième loi du Grenelle de l'environnement, la loi de juillet 2010, et qui fixait là une boîte à outils pour atteindre les objectifs fixés par la loi Grenelle 1. Et si un certain nombre de points avaient été posés par la loi Grenelle 2, les décrets se faisaient attendre et certains pouvaient se cacher derrière cette absence de publication des textes pour ne pas démarrer le mouvement en copropriété. En somme, dans le secteur de la copropriété, les textes ne sont pas sortis. À quoi bon entamer la rénovation énergétique de ces logements ? Aujourd'hui, l'ensemble des textes attendus pour la rénovation énergétique des copropriétés sont publiés. Je vous rappelle le chemin, c'est réalisé d'ici 2017, soit le DPE, soit l'audit énergétique de votre copropriété, et on y reviendra tout à l'heure avec les experts. Et puis c'est une fois ce bilan énergétique de la copropriété réalisé, se poser la question des travaux à réaliser, de la conclusion d'un contrat de performance énergétique, d'un plan pluriannuel de travaux. Bref, après une prise de conscience collective des copropriétaires, c'est décider du chemin à mener. Véritablement là, avec le secteur des copropriétés, je vous le rappelle, c'est plus de 8,5 millions de logements en copropriété, on a vraiment besoin d'enclencher l'action. Je crois que pour le coup, la question que vous posez, qui est comment passer à la vitesse supérieure en copropriété, je crois que c'est tout simplement de démarrer l'action. Je ne vois pas bien comment on pourra aller moins vite en copropriété. Maintenant, allons-y. Et cette action-là, elle doit se conduire sur différents piliers. C'est d'une part l'information et la sensibilisation des copropriétaires, pour pas que leur première réaction soit « mais c'est compliqué, mais c'est trop cher, mais on n'y arrivera pas, mais on a envie de faire autre chose avant ». Et pour que les acteurs professionnels de la copropriété, que sont à la fois les syndics, les agents immobiliers, mais aussi les professionnels de travaux et de maîtrise d'œuvre qui accompagnent les copropriétés, soient bien au fait de ce parcours réglementaire et de ces échéances en copropriété. Sur le point des financements, qui est là encore un point important et si ce n'est fondamental, les deux principaux financements de la rénovation énergétique des logements étaient l'éco-prêt et sont encore l'éco-prêt à taux zéro et le crédit d'impôt de développement durable. L'éco-prêt à taux zéro est un produit qui existe depuis 2009, qui a très bien fonctionné au début avec plus de 100 000 prêts distribués sur une année et qui progressivement, faute de simplification et d'ajustement,
d'un certain nombre de maladresses que nous avions collectivement commis au départ s'est essoufflé, et aujourd'hui je crois que nous sommes à moins de 30 000, et encore je vois plutôt le verre à moitié plein, moins de 30 000 prêts distribués par an. On a vraiment besoin de cet outil pour financer la rénovation énergétique des copropriétés, et la loi de finances 2014 est venue simplifier et ajuster à la fois l'éco-prêt à taux zéro et le crédit d'impôt développement durable dans leur taux. Pour ceux qui ont éventuellement déjà regardé ce qu'était le crédit d'impôt développement durable jusqu'à il y a un mois et une dizaine de jours, c'était un crédit d'impôt avec une quinzaine de taux, chaque taux étant applicable à des travaux différents, chaque travaux étant lui-même différent des travaux éligibles par l'éco-prêt à taux zéro. Alors si vous mettez à la place d'un ménage qui ne sait pas encore pourquoi il veut rénover son bien et qu'on lui dit vous avez peut-être droit à l'éco-prêt à taux zéro et crédit d'impôt développement durable, imaginez-vous, en l'absence d'un guichet unique et en l'absence de simplification de ces aides, comment il pouvait s'y retrouver. Donc la loi de finances, fort heureusement, est venue au moins simplifier l'éco-prêt à taux zéro et le CIDD en alignant les critères techniques. Alors c'est un peu barbare, mais c'est suffisamment important pour être dit. Et puis en réformant un peu le crédit d'impôt développement durable, il n'y a plus aujourd'hui que 2 taux. Et soit vous faites une action, soit vous faites un bouquet de travaux avec plusieurs actions. 2 taux, l'un étant majoré par rapport à l'autre. Il nous reste à ajuster le contrôle technique des dossiers d'éco-prêt à taux zéro. Alors là encore, si vous n'avez pas vécu l'éco-prêt à taux zéro, je pense que c'est une expérience un jour à vivre dans sa vie. C'est que c'est assez compliqué et c'est votre banquier, dont ce n'est pas le métier, de compter le nombre de fenêtres que vous allez financer par l'éco-prêt à taux zéro et de vérifier la résistance de votre isolant. Pas besoin de vous dire que ça a vite épuisé dans les réseaux bancaires et qu'ils ont vite été embêtés par ces contrôles techniques et que ça a vraisemblablement paralysé la distribution de l'éco-prêt à taux zéro. On est en train de travailler collectivement avec l'ensemble de la filière pour simplifier cela. Et puis mon troisième sous-point, c'est la perspective de l'éco-conditionnalité. L'éco-conditionnalité, c'est le principe proposé collectivement par la filière du bâtiment à l'initiative du plan bâtiment durable, de conditionner l'octroi des aides publiques à la réalisation de travaux faits par des professionnels dont on serait certain de la compétence. En somme, pour dire les choses simplement, c'est à partir du 1er juillet 2014 pour l'éco-prêt à taux zéro, le fait de réserver l'octroi de cette aide aux seuls ménages qui feraient appel à des professionnels dits RGE, c'est-à-dire à des professionnels ayant suivi une formation idoine en efficacité énergétique. Et ce même principe va s'appliquer aux certificats d'économie d'énergie et au crédit d'impôt développement durable au 1er janvier 2015. Voilà les 2 principaux outils de la rénovation énergétique sur le champ résidentiel individuel pour l'ensemble des ménages, c'est-à-dire sans condition de ressources. Vous avez, pour les ménages modestes et les ménages en situation de précarité énergétique, une prime mise en place par le gouvernement au cours de l'année 2013, qui est la prime de 1 350 €, et le programme Habiter mieux, qui est le programme spécifique de rénovation énergétique pour lutter contre la précarité énergétique. Je passe rapidement parce que je ne crois pas que ça fasse l'objet de développement particulier ce soir. Pour revenir un instant sur le segment de la copropriété, retenez qu'une aide spécifique est disponible désormais pour les copropriétés. C'est l'éco-prêt à taux zéro collectif. C'est le pendant de l'éco-prêt dont je vous parlais il y a un instant, mais applicable à la copropriété, c'est-à-dire ajusté des spécificités de la copropriété. Les textes sont enfin parus entre Noël et le jour de l'an. Il nous manque encore quelques ajustements réglementaires et quelques conventions signées avec les réseaux bancaires, mais nous avons bon espoir pour le premier trimestre. Et ça serait d'ailleurs heureux parce que le produit est censé être théoriquement disponible dans les réseaux bancaires depuis le 1er janvier. Et enfin, au titre des financements, les perspectives du tiers financement, c'est-à-dire du principe par lequel une société tierce vient couvrir pour vous à la fois la question des travaux et la question de l'apport financier. Une fois ce cadre réglementaire et financier, vous aurez compris que nous avons entre nos mains, à mon sens, l'ensemble des cartes pour passer à la vitesse supérieure. Je me permets donc de vous faire quelques flashs rapides sur les perspectives. D'une part, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le développement des plateformes et des points de rénovation information service, c'est-à-dire c'est le développement de ces points d'information et d'accompagnement des ménages, parce que nous voulons vraiment travailler sur la demande, et c'est en parallèle le travail sur l'offre, avec le développement d'offres groupées et adaptées de travaux. En somme, si nous voulons prôner
l'offre globale, comme ça vous sera expliqué dans un instant. Encore faut-il avoir en face de nous des professionnels en capacité de porter cette offre globale et cette offre de travaux adaptés. Donc un certain nombre d'actions sont menées pour accompagner les entreprises, pour se grouper de manière momentanée, de manière permanente, pour améliorer les synergies entre les professionnels de travaux et la maîtrise d'œuvre, et pour construire un projet adapté et une offre adaptée tout au long du projet. Alors, comment passer à la vitesse supérieure ? Certains évoquent la question d'une obligation de travaux dans le secteur résidentiel. Vous savez peut-être que cette obligation de travaux existe dans le parc tertiaire. Alors l'obligation de travaux dans le parc résidentiel, c'est une question qui revient régulièrement avec une intensité plus ou moins forte. C'est une question qui avait été soulevée dans le cadre du Grenelle de l'environnement et en 2008, la volonté collective a été de dire une obligation sera d'autant plus comprise qu'elle sera préalablement précédée d'une phase d'incitation forte et d'explication pour que le moment venu, la contrainte soit comprise par tous. À ce moment-là, donc, la question n'avait pas été mise dans les dispositifs et seul un article de la loi Grenelle 1 y faisait référence en précisant qu'une étude d'impact et qu'une étude de faisabilité serait menée sur cette question de l'obligation de rénovation énergétique dans le parc résidentiel. Et puis les choses sont restées ainsi quelque temps. Et à l'occasion du débat national sur la transition énergétique du printemps dernier, la question a été remise sur le métier et il a été demandé au plan bâtiment durable de mener une concertation sur cette question. Concertation que nous avons confiée à Jacques Chanu, familier de ces lieux puisque vice-président de la Fédération française du bâtiment, et Raphaël Claustre, directeur du CLER, Réseau national pour la transition énergétique. Et ça a été un groupe passionnant parce qu'il a réuni pratiquement 200 à 250 personnes qui avaient tous une idée différente sur la question. Et on peut comprendre que la question est à la fois passionnée et passionnante. Et si on a pu ressortir de cette concertation un scénario finalement organisé de travaux et une offre et une réponse tranchée à la question faut-il ou non mettre en place une obligation de travaux dans le secteur résidentiel. Il y a eu au moins deux consensus dans le groupe de travail. Le premier est que si l'on ne fait rien, la situation actuelle ne permettra pas d'atteindre les objectifs fixés, qu'ils soient de 400 000 logements rénovés par an ou de 500 000 logements rénovés par an. Il faut donc trouver le moyen de passer à la vitesse supérieure. Et l'autre grande idée de ce rapport, c'est l'idée d'embarquer la performance énergétique à l'occasion des grands travaux de la vie de l'immeuble. C'est dire que à l'occasion de la réfection d'une toiture ou à l'occasion d'un ravalement, il faut, si ce n'est imposer l'aspect thermique des travaux, au moins se poser la question et ne pas rater l'opportunité d'embarquer la performance énergétique. Cette idée d'embarquer la performance énergétique des travaux à l'occasion des grands travaux de l'immeuble, de la vie de l'immeuble, a eu un écho tout particulier puisque c'est cette phrase même qui a été prononcée par le président de la République en ouverture du discours de la conférence environnementale. Et cette phrase-là signifie que l'idée sera inscrite dans la loi pour la transition énergétique, loi qui sera débattue au printemps au Parlement. Vous voyez donc qu'il n'y aura peut-être pas demain l'obligation pour chacun de nous, en tant que particulier, de rénover notre logement, mais il y aura sans doute l'occasion de ne pas manquer d'embarquer la performance énergétique à l'occasion des grands travaux de la vie de l'immeuble. Et puis un dernier point qui n'est pas inscrit dans mon slide, mais que je voulais évoquer avec vous parce que ce sera peut-être évoqué en deuxième partie de soirée sur la table ronde, c'est l'idée de la garantie de performance énergétique. Beaucoup disent que peut-être ce qu'ils freinent aujourd'hui les particuliers et ou les intervenants professionnels, c'est le manque d'assurance que les travaux réalisés apporteront bien une économie d'énergie ou en tout cas une bonne performance énergétique. C'est tout le débat de la garantie de performance énergétique. Et là encore, la précision de cette notion permettra sans doute de passer à la vitesse supérieure. Merci.